Bonsoir, c'était le 21 février. Les 23 membres du groupe Manouchian étaient fusillés. Ce numéro des brûlures de l'histoire est consacré à la restitution de l'histoire de l'affiche rouge, Patrick. Oui, alors il n'y a pas d'archives filmées évidemment de la lutte armée ni de l'action clandestine. Alors pour faire cette émission, nous avons eu recours à des témoins survivants. Boris Solban, qui était le chef militaire de ce groupe avant et après Manouchian. Simon Reichmann, qui était le frère d'un des héros de ce groupe, Marcel Reimann. Et puis Christina Boyko, qui était une femme et qui était le chef du service de renseignement de ce groupe. Avec un historien, Stéphane Courtois, spécialiste de l'histoire du mouvement communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout de suite, Liane Misiek, l'affiche rouge. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Stéphane Courtois, bonsoir. Bonsoir. C'est en 1955 que Louis Aragon a écrit ce poème intitulé Manouchian et mis en musique et chanté par Léo Ferré sous le titre L'affiche rouge. Alors, je crois que d'abord il faut rappeler que l'affiche rouge, c'était une affiche de la propagande allemande. Absolument, c'est une affiche qui a été conçue donc, par les Allemands et posée par elle sur tous les murs de Paris pour dénoncer un groupe de résistants qui étaient en fait donc des étrangers, souvent des juifs et en particulier des communistes, qui ont été connus ensuite sous le nom de groupe Manouchian, qui est un nom impropre, puisqu'en fait c'était un groupe qui s'appelait les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. C'était leur nom exact. Alors je crois que pour comprendre le rôle des francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée dans la résistance, il faut revenir en arrière, il faut revenir aux années 20 et 30, justement à la création de ce mouvement, de la MOI. Absolument, donc, puisque la MOI est créée par le Parti communiste français dès 1925. C'est une organisation spécialisée au sein du Parti communiste qui regroupe tous les militants étrangers qui se trouvent sur le sol français et qui sont ensuite organisés au sein de cette main-d'œuvre étrangère à l'origine, MOE, qui sont organisés en ce qu'on appelle des groupes de langue. Et quelle est la fonction de cette organisation ? Alors ça, c'est un principe, je dirais, constant du communisme international, que les militants communistes qui se trouvent dans un pays doivent être organisés par le Parti communiste de ce pays. Alors maintenant, on va voir ce qu'il advient de ces groupes de la MOI au début de la guerre. Ce sont des voyageurs un peu particuliers qu'accueillent en ce jour d'octobre 1938 Jacques Duclos et Maurice Thorez. Ces hommes sont des combattants des brigades internationales qui viennent d'être démobilisés. Le poing dressé, ils défilent sur les grands boulevards, fiers d'avoir combattu aux côtés des républicains espagnols, meurtris par l'inéluctable défaite. Allemands, Polonais, Tchèques, Roumains, Italiens, Hongrois, ces révolutionnaires sans frontières avaient, le temps d'une guerre civile, trouvé une patrie, l'Espagne. Pour eux, l'ennemi à Madrid n'était-il pas le même qu'à Berlin ou à Rome ? D'ailleurs, les avions d'Hitler bombardaient Guernica et les légions de Mussolini prêtaient main forte aux troupes de Franco. Au printemps 1939, les rescapés de l'armée républicaine franchissent les Pyrénées. Avec eux, les derniers combattants des brigades internationales que le gouvernement français parque dans les camps d'internement dans le sud de la France. Parmi eux, Francis Boxer, un des futurs combattants des FTP-MOI, ou Joseph Epstein, qui commandera les FTP de la région parisienne. C'est derrière les barbelés que ces militants communistes, antifascistes d'instinct, apprennent la signature du pacte germano-soviétique. À cette époque, Christina Boyko est une communiste roumaine de 26 ans. Elle a fui son pays pour venir faire en France des études de biologie. Ce que je ne pardonne pas, c'est les annexes secrètes du pacte qui ont... Le dépeçage de la Pologne. Oui, le dépeçage de la Pologne, l'occupation de la Bessarabie, et ainsi de suite. Et aussi le fait que cela a entraîné une prise de position des partis communistes qui n'était pas normale. Les hésitations à combattre l'Allemagne nazie. Dès le déclenchement de la guerre, de nombreux immigrés qui ne sont pas mobilisables se présentent dans les bureaux de recrutement. Beaucoup de communistes étrangers s'engagent. En 1939, Boris Solban a 33 ans. Militant communiste de longue date, ce juif roumain est incorporé dans un régiment de marche des volontaires étrangers.
Prisonnier pendant la débâcle, il s'évade. Lorsque les Allemands entrent dans Paris, le parti communiste clandestin est disloqué. La MOI est désorganisée et ses responsables, Louis Gronowski et Arthur London, commencent à renouer les contacts. Le Parti communiste gardait son attitude, c'est-à-dire son comportement, c'est-à-dire aucune action contre les Allemands qui, à l'époque, étaient traités par le Parti communiste français comme des alliés de Staline. Rue des immeubles industriels dans le 11e arrondissement de Paris. Ici vivent au début de la guerre des familles juives émigrées depuis peu en France. Au numéro 1 habitent les Reimann. Marcel, 18 ans en 41, et son frère Simon, 14 ans, militent dans des organisations de jeunesse juive. Bientôt, Marcel Reimann commence à participer à des actions de propagande anti-allemande. Ils se réunissaient pour étudier un peu la situation, pour parler un peu de ce qui arrivait. Et puis ça n'a pas duré longtemps. Les premières mesures anti-juives et antisémites sont arrivées du gouvernement de Pétain. On a vu que ça allait tourner au vinaigre pour nous, juifs. Je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer à coller des papillons et à distribuer des tracts et de tomber dans la main de la police pour si peu de choses? Cela me paraissait assez peu exaltant. En juin 1941, l'Allemagne se précipite contre l'Union soviétique. Les partis communistes se considèrent délivrés. Ils se considèrent libres dans ses actions contre les Allemands. Pour mener la lutte armée, le Parti communiste dispose des groupes de l'organisation spéciale, l'OS, dont une des branches ne regroupe que des étrangers, c'est l'OS-MOI. C'est cette organisation, dirigée par Boxer, qui fait dérailler en juillet 1941 2 convois militaires allemands en banlieue est. Tenez, vous êtes là juste où il y avait, le 20 août 1941, le cordon de la police française qui était là, de la boulangerie au café, qui fermait la rue, et comme ça, tout autour du 11e arrondissement. Et ils sont venus, et ils ont ramassé, alors à ce moment-là, les hommes juifs qui sont venus chercher, je crois... Ils sont venus chez vous? Ils sont venus chez nous, ils ont demandé à mon père de s'habiller, de partir avec eux. Et mon frère s'est proposé pour qu'on l'emmène, lui, à la place de mon père, et il n'y a rien eu à faire. Et cette rafle, je crois, a été le détonateur pour mon frère, où il a pris une haine contre les Allemands. Quelque temps plus tard, Marcel Reimann s'engagera dans les FTP-MOI. Le 21 août, le colonel Fabien abat un officier allemand au métro Barbès. Les Allemands exécutent des otages, d'autres attentats suivent. Les condamnations à mort se multiplient. En avril 1942, lors d'un procès organisé à la Maison de la Chimie, 26 militants communistes sont condamnés à mort et exécutés. Au printemps 1942, Staline demande au PC d'intensifier la lutte armée. Le PCF crée les francs-tireurs et partisans, les FTP. Les étrangers de la MOI se regroupent dans les FTP-MOI, où s'amalgament les vieux routiers de l'organisation spéciale et les jeunes militants. Boris Olban est nommé chef militaire des FTP-MOI. J'avais une expérience militaire parce que j'avais derrière moi déjà un stage prolongé dans l'armée. J'avais déjà une expérience aussi de la lutte clandestine, des années de prison, etc. Donc pour ces raisons, on m'a nommé responsable de cette formation. Donc Stéphane Courtois, les FTP-MOI, l'organisation est créée au printemps 1942, en mars-avril à peu près. Oui. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que cette création ne se fait pas ex nihilo. Ça ne part pas de rien. Ça part de groupes qui sont déjà existants, qui ont été créés
à l'été 1941. On a d'une part un groupe, je dirais, de vieux militants communistes aguerris, en particulier des anciens des brigades internationales, qui sont des vieux combattants. Qui sont les cadres comme Olban. Voilà, qui sont des cadres comme Boris Olban, comme Boxov, etc., bon, qui sont très communistes et très formés idéologiquement et souvent directement commandés depuis Moscou. J'ai retrouvé à Moscou des rapports qui concernent ces gens-là, etc. Et puis il y a les jeunes qui ont à peine 20 ans et qui sortent... Alors voilà, c'est un peu le problème, c'est que sous la pression allemande, et en particulier sous la pression de la répression antisémite et des rafles antisémites, il y a, dès le début 1942, un certain nombre de jeunes juifs parisiens, immigrés, d'origine immigrée, qui ne supportent plus cette situation et qui décident de se battre. Le prototype, c'est Marcel Reimann, le frère de Simon, qu'on voit dans le film. Marcel Reimann est un de ces prototypes, mais on pourrait multiplier les exemples de ces jeunes, très jeunes souvent, 15, 16, 17 ans, qui décident de se lancer dans la bagarre parce que ça n'est plus tolérable pour eux. Et évidemment, les relations entre les deux groupes ne sont pas évidentes. Comment tout ça s'organise? Comment s'organise la FTP-MOI? Alors, une fois qu'ils vont être créés, les FTP-MOI s'organisent de manière très militaire, c'est-à-dire qu'il y a une direction parisienne. Voilà. On a donc, si on reprend le schéma qui est indiqué là, on a la direction clandestine du PCF, avec Jacques Duclos, Benoît Frachon, le comité militaire national FTPF, qui est dirigé par Charles Tillon, ouais. Et puis ensuite, on descend dans la région parisienne FTP, qui commande aussi bien les FTP français que les FTP immigrés. La direction militaire de Olban dirige à l'étage en dessous des détachements militaires. Alors là, on est donc au niveau parisien, au niveau de la région parisienne, et on a là une direction de 3 personnes qui se met en place en mars-avril 1942 avec Boris Olban, qui est le responsable militaire, et puis un Espagnol qui s'appelle Olazo et un Tchèque qui s'appelle Karel Stefka. Voilà donc les 3 responsables. Et en dessous d'eux, alors, ils ont un certain nombre de services et de détachements. D'une part, 4 détachements, 1er, 2e, 3e, 4e, qui sont des détachements de combattants, c'est-à-dire uniquement ceux qui font les actions armées. Et à côté, un certain nombre d'autres services qu'on ne peut pas qualifier d'annexes, parce que ce sont des services importants pour la bataille. Dont ce fameux service de renseignement que dirige Christina Boyko, voilà, qu'on a vu à l'instant dans le film. Alors, quelle est la stratégie, à ce moment-là, militaire, suivie par les FTP-MOI? Alors, stratégie, c'est peut-être un grand mot, et il est assez difficile de débrouiller la signification exacte de la lutte armée du point de vue communiste. Parce que la lutte armée, évidemment, a un impact militaire, puisqu'on tue des Allemands à Paris, en plein Paris, on attaque des détachements, etc., on fait des attentats. Mais ça a aussi, et beaucoup, une signification politique, bien entendu. Parce qu'il est évident que l'impact politique, le fait de savoir qu'en plein Paris, en 1942, à l'apogée, au triomphe de l'armée allemande, qui, ne l'oubliez pas, est sur le Caucase, est à Stalingrad et pratiquement partout, et occupe toute l'Europe, eh bien, en plein Paris, des gens, revolver à la main ou grenade à la main, attaquent directement les Allemands. Donc il y a là un impact politique évident. L'objectif, c'est de multiplier les attaques contre l'armée d'occupation, contre l'armée allemande, et on va voir maintenant un certain nombre de ces attaques, comment vivent les combattants de la MOI. Juillet 42. Le 5, 3 combattants ont jeté des bouteilles dans un garage allemand de réparation auto. Plusieurs voitures incendiées. Le 10, 2 combattants ont abattu 2 gendarmes allemands dans le 19e arrondissement et se sont emparés de leurs armes. Le 15, attaque d'un groupe de militaires allemands dans l'avenue de Wagram. En octobre 1941, nous avons eu déjà une attaque au stade Jean-Bouin à Montrouge. Une attaque en plein jour, une attaque ouverte, où les combattants ont grenadé une formation allemande qui faisait l'instruction sur ces stades. En 1942, les Allemands ne s'attendaient pas qu'ils seraient attaqués dans les rues de Paris en plein jour. Ils se promenaient sans aucune protection spéciale. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'ils sont attaqués de tous les côtés. À la sortie du cinéma, à la sortie des bordels, qu'ils pouvaient être attaqués n'importe où. Alors leur protection à tous les échelons s'est renforcée. Ils avaient une protection avant, arrière et sur les flancs des soldats avec la mitraillette prête à tirer. Donc le tableau changeait complètement. Et nous devions tenir compte de ces changements. Ce qui a
beaucoup compliqué notre activité. À la fin de 1942, la lutte armée des FTP Moi se développe. On imagine ce qu'il fallait de courage et de détermination à ces jeunes gens mal armés, munis d'explosifs artisanaux, pour attaquer dans un Paris allemand des objectifs militaires. Il importait que ces actions soient minutieusement préparées. C'était le rôle du service de renseignement créé et dirigé par Christina Boyko. On ne transmettait pas un objectif comme ça. Voilà, j'ai vu, il y a un détachement qui passe tous les jours à telle heure, à tel endroit. Non, on l'étudiait avec beaucoup de façon très minutieuse. On devait décrire le caractère du quartier, les environnements, la possibilité de l'attaque, c'est-à-dire avec quelle arme on pouvait effectuer l'attaque, et en même temps les conditions du repli. Un qui attaque, l'autre qui achève, ce que le premier n'a pas fait, et le troisième qui défend. Donc l'attaque avec le minimum de combattants. L'attaque foudroyante, par surprise. La retraite immédiate. Éviter toute accroche avec les services de l'ordre, soit français, soit allemand. 26 novembre 1942, place de la Concorde, dépôt de 2 engins au passage d'un détachement allemand, morts et blessés. 2 décembre, lancement d'une grenade dans un bureau d'embauche allemand, avenue de Breteuil, dégâts et blessés. 12 décembre, grenadage. Il n'y avait pas de hiérarchie dans nos rangs pour certains avantages ou privilèges. Tous recevaient la même solde. Tous recevaient la même quantité de cartes d'alimentation. Tous se débrouillaient pour savoir personnellement pour avoir des planques chez des amis, chez des connaissances. Chaque combattant est intégré dans un groupe de 3, le triangle. L'organisation le prend en charge, lui fournit une solde de 2300 francs, des faux papiers. Il devient un professionnel de la lutte armée. La famille, je n'en avais pas à Paris, je n'avais pas de famille à Paris. Les relations avec les amis, c'était donc interrompu. Et alors, après la longue journée de traverser Paris à droite, à gauche, de tous les côtés, on rentrait le soir sans pouvoir communiquer quoi que ce soit avec qui que ce soit. Il m'arrivait parfois d'avoir 2 ou 3 heures de libre, c'est-à-dire sans objectif précis, dans l'après-midi. J'entrais dans un cinéma, de préférence j'entrais dans un cinéma du Champs-Élysées, pour avoir un bon fauteuil et pour avoir un peu chaud. En principe, le combattant doit couper tout contact avec le monde extérieur. Malgré les précautions et le cloisonnement, une première vague d'arrestations au printemps 1943 frappe une 50aine de militants. Déjà en mars 1943, la police est venue nous arrêter. On venait juste de louer cette planque et donc ils ont perdu notre trace. Le soir, quand j'entendais des pas, je me demandais est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est la Gestapo. Quand on frappait à la porte d'une voisine, je n'étais pas du tout sûre que ce n'est pas chez moi qu'on frappe. Et j'ai gardé, je dois dire, comme une chose très morbide, je dois l'avouer, j'ai gardé l'impression qu'on frappe à ma porte. Mai 43, le 10, 11h45, dépôt d'une bombe à retardement sur le passage d'un détachement allemand au Bourget. Nombreux morts et blessés. Le 27, grenadage d'un détachement rue de Courcelles. Nombreux morts et blessés, un blessé chez nous. Il était un peu exalté par le nombre d'actions, par la bravoure de ses copains, par les ennuis qu'ils ont eus, par les... Bon, il y a eu beaucoup de choses, par exemple, une attaque contre un quart de marins allemands où un de ses camarades a été tué. Un marin étant descendu et a balayé la rue avec une mitraillette. Il y avait aussi un facteur de nature psychologique, parce que cette tension nerveuse chez les gens
qui ont continué cette lutte pendant 2-3 ans. Cette tension, cette inquiétude, cette peur du jour de demain a fait un peu aussi baisser la vigilance. Pour les coups de main les plus audacieux, l'organisation crée en juin 1943 l'équipe spéciale formée de combattants d'élite, Marcel Reymann, Léo Kneller, Fontano, Kojitski. À la même époque, la direction du PCF demande au FTP Moy d'intensifier encore la lutte armée, de renoncer au groupe de Troyes et de monter des opérations de grande envergure, engageant un plus grand nombre d'hommes. J'ai répondu catégoriquement non. La vérité, c'était qu'en juillet-août 1943, les Français étaient sensiblement touchés par des chutes. Ils sont disparus presque du pavé de Paris. Et c'était les FTP-MOI qui tenaient la résistance à Paris. En juillet 1943, Boris Olban est remplacé par Missak Manouchian, qui devient responsable des FTP Moy. Stéphane Courtois, à la mi-43, quelle est l'importance militaire des FTP Moy? Qu'est-ce que ça représente vraiment au niveau activité? Au niveau activité, c'est quand même assez intense. D'abord, la première chose qu'il faut faire remarquer, c'est qu'ils sont pratiquement seuls à ce moment-là, sur Paris, à se battre. Parce que la plupart des autres groupes, communistes ou autres, ont été décimés par la répression. On peut dire qu'en 1943, la résistance armée à Paris, c'est le groupe FTP-MOI. Oui, en 1943, on peut dire c'est le groupe FTP-MOI qui mène la lutte armée sur Paris pour le compte des communistes, et ils sont pratiquement seuls, il faut bien le dire. Comme effectif, ça représente quoi? Comme effectif, ça représente, je dirais, au maximum, à l'apogée, c'est-à-dire vers février 1943, environ une centaine de combattants. Et quand les chutes commencent, on va tomber... Non, quand je dis de combattants, précisons, une centaine de militants, dont une cinquantaine ou une soixantaine de combattants. Les autres, c'est les services annexes? Alors les autres, ce sont les services annexes, ce sont les agents de liaison, ce sont tout ce qui entoure les combattants et qui les aide. Quand la répression va commencer à frapper, on va tomber à une moyenne de 60 militants et une quarantaine de combattants. Donc un petit noyau, peu nombreux, mais extrêmement actif, puisqu'ils font un nombre d'actions absolument incroyable. Ils sont très actifs. Ils font une moyenne d'actions d'environ 15 actions par mois. Une tous les 2 jours. Une tous les 2 jours. Ces actions, ce sont des exécutions d'Allemands, des grenadages de locales, des attaques de véhicules, et ça va jusqu'au déraillement, ce qui est quand même très important. Ils sont donc sur une moyenne d'environ 15 par mois, mais avec des pointes. Hein. On arrive certains mois à 22, 23 actions. Donc là, la pression devient très intense sur les combattants. Ça veut dire que chaque combattant, finalement, tous les 2-3 jours, 3-4 jours, a une action à accomplir. Oui, tous les 3, 4, 5 jours, le combattant a une action à accomplir, mais c'est plus compliqué que ça, parce que le combattant doit aussi préparer l'action. Il doit repérer les lieux, etc. Donc il y a tout un dispositif, toute une préparation de ces actions. Ce ne sont pas des actions improvisées. Loin de là. Et au total, quand même, sur 17 mois, c'est-à-dire si on calcule depuis l'entrée en activité vraiment réelle des FTP-MOI jusqu'à leur chute, donc de juillet 1942 jusqu'à novembre 1943, on arrive à un total de 229 actions, ce qui est quand même assez considérable, et qui est quand même une action de terrorisme dans Paris, qui indéniablement gêne beaucoup les Allemands, surtout quand ces actions deviennent très spectaculaires, c'est-à-dire qu'on abat certains personnages très importants du Reich ou qu'on attaque des voitures, etc. On va le voir. Mais alors, à l'été 1943, il y a un débat qui s'engage, un débat stratégique, militaire, sur l'utilisation de ces groupes. Et ce débat provoque le remplacement de Olban, Boris Olban, par Manouchian. Oui, alors le débat est très simple. Il y a 3 grandes vagues de répression contre ces groupes des FTP-MOI. Une première vague de répression contre les jeunes juifs tout au début de l'année 1943. Une deuxième vague qui intervient au printemps contre le 2e détachement, qui est le détachement juif et qui est le plus actif. Qui accomplit le plus d'actions. Qui accomplit le plus d'actions, qui est le plus virulent, et qui va tomber à la fin juin, début juillet 1943, à la suite d'une très longue filature, et qui va désorganiser complètement ce 2e détachement et tout son entourage politique, c'est-à-dire tout le groupe de langue juif de la MOI. Bon. Et alors, à partir de ce moment-là, bien sûr, la direction nationale de la MOI et du Parti communiste demande au contraire une intensification de l'action, pour des raisons essentiellement politiques d'ailleurs. Alors à ce moment-là, Boris Olban, qui est le chef militaire, reçoit des ordres.
on lui demande d'intensifier l'action. Or, c'est précisément au moment où il vient de perdre un détachement entier, qui est le détachement le plus actif. Donc, d'une manière, je dirais, très raisonnable, il demande au contraire qu'on modère le rythme des actions, qu'on envoie certains combattants à la campagne pour couper des filatures. C'est pour cette raison qu'il est remplacé par Manouchian. C'est pour cette raison que d'une manière très, je dirais, très administrative, comme toujours dans le Parti communiste, y compris dans la clandestinité, il est tout simplement déchargé de ses fonctions parce qu'il a refusé d'appliquer strictement les ordres et il est à ce moment-là remplacé par Missak Manouchian. Et Manouchian, quel portrait on peut en faire à ce moment-là? Est-ce que c'est un combattant aguerri? Pourquoi c'est lui qui est choisi pour devenir le chef militaire quand même de cette organisation? C'est un peu ça, on n'a pas de rapport très précis là-dessus. Que dit l'historien? Ce qui est certain, c'est que Manouchian est un militant confirmé, c'est un militant engagé qui est prêt à s'engager. Or, des gens qui soient prêts à s'engager et qui aient un certain niveau, je dirais, une certaine maturité pour organiser ces groupes, pour les gérer, pour organiser les actions, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, si je puis parler comme ça. Hein. Donc, il est très vraisemblable qu'il y avait un choix très limité de cadre à la disposition de la direction. Pour ce qui est de dire que Manouchian serait un combattant aguerri, je ne crois pas qu'on puisse le dire. Il n'a fait jusque-là qu'une seule action, et qui n'a d'ailleurs pas été très bien appréciée par la direction militaire des FTP-MOI. En tout cas, il prend la responsabilité des FTP-MOI à l'été 1943, et c'est un moment critique. Oui. Et c'est lui qui va donc diriger ces hommes. Et on va voir maintenant, à titre d'exemple, une des actions les plus spectaculaires, celle qui a été menée contre Julius Ritter. Donc on peut dire que c'était le grand responsable du STO et de l'envoi en Allemagne des travailleurs français. Audacious fortuna iuvat. La chance aide les audacieux. Et c'était en juin, c'était au début de l'été. Et l'opération a eu lieu en septembre, le 29 septembre. Vous voyez, c'est ici. J'arrivais par la rue de Bourgogne, j'entre dans la rue Saint-Dominique et tout d'un coup, je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Je regarde avec attention et je vois qu'il y a une barrière qui empêche le passage des piétons, le passage des voitures. Je suis étonnée du fait que même des généraux que j'ai pu apercevoir, parce que je connaissais bien les insignes des militaires, tous avaient quitté leur voiture à la barrière. Alors j'ai aperçu une voiture qui passait, la barrière s'est largement ouverte, tous les militaires qui étaient là sont restés figés, le salut hitlérien, le bras levé, et la voiture est entrée dans cette cour et s'est arrêtée là devant le perron de cette entrée. Ma conclusion était que c'était une réunion très importante et que cette réunion avait eu un seul chef, et c'était le type qui était dans la voiture civile ZF-10. Ce personnage devait travailler quelque part, devait être actif quelque part. Donc, le service de renseignement de Christina Boïko décide de surveiller les principaux carrefours et 10 jours plus tard, Jean-Pierre Brovert repère la voiture place du Trocadéro. Il était au bord du trottoir avec sa bicyclette, il avait enlevé la roue, il l'avait remis de nouveau enlevé. Il cherchait un prétexte pour ne pas attirer l'attention. Et c'est comme ça qu'il a pu passer. Il est passé vers 9 h du matin. 3 jours de surveillance suffisent pour remonter de carrefour en carrefour, de la place du Trocadéro à la rue Pétrarque, distante de 300 mètres. C'est là, au 18, qu'habite le mystérieux occupant de la voiture. L'endroit est propice à une attaque. Lorsque j'ai eu le contact avec Manouchian comme responsable militaire, je lui ai exposé cet objectif que j'avais repéré à la Maison de la Chimie. Manouchian est resté pensif aussi, mais dans quelques jours, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, voilà, nous allons effectuer cette opération. Dans l'équipe, il y avait Alfonso, il y avait Marcel Reimann et Léo Kneller. Le 28 septembre 1943, à 8 h du matin, 3 hommes de l'équipe spéciale attendent devant le 18. Kneller est de l'autre côté de la rue, en protection. La voiture ZF-10 sort en marche arrière du 18. Alfonso tire à travers la vitre arrière droite. Blessé, l'Allemand cherche à sortir par la portière gauche. Reimann l'achève.
les 3 hommes disparaissent par l'angle de la rue Pétrarque. L'équipe spéciale des FTP Moi viennent d'abattre, sans le savoir, Julius Ritter, qui a rang de général SS, responsable de l'envoi en Allemagne des jeunes Français pour le STO. Quand avez-vous appris l'identité de la victime allemande? Mais Comment? par la presse, Le lendemain. le lendemain, par la presse. Et vous étiez assez contente de vous? Oui. Alors Stéphane Courtois, cette action contre Ritter, cet attentat contre Ritter a eu un écho très très important dans la presse de la collaboration et partout d'ailleurs. C'est normal, c'est un des personnages les plus importants du Reich qui était abattu en plein Paris. C'était tout de même assez stupéfiant et spectaculaire. D'ailleurs, la radio de Londres s'en est fait très largement l'écho. Alors ce qui est assez spectaculaire, évidemment, c'est qu'au moment même où l'équipe spéciale mène cette action, ils sont déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, sous la surveillance de la police. Et j'ai là un rapport de filature du 28 septembre, donc du jour de l'action contre Ritter, et 2 inspecteurs qui planquent et ils écrivent leur rapport de filature. Marcel, c'est-à-dire Marcel Reymann. Marcel arrive chez sa mère à 10h40, il en sort à 4h35, prend le métro à la porte de Vincennes, etc., etc. C'est-à-dire que les policiers le prennent en charge, si j'ose dire, au moment où il revient de faire l'attentat contre Ritter, ce qui montre que la police est sur leur talon. Alors, la police, c'est qui? Ce sont ces fameuses brigades spéciales de la préfecture. Alors, effectivement, il faut d'abord préciser une chose, c'est que toute la répression contre ces groupes de la MOI, durant toute l'année 1943, sont le fait de la police française. Et pas de n'importe quelle police française, d'une police spéciale qui s'appelle les brigades spéciales, qui avaient déjà été créées en 1940 dans le cadre de la lutte anticommuniste, mais qui ont été réorganisées à l'été 1941, justement quand le Parti communiste a lancé la lutte armée. À la première section des renseignements généraux a été créée d'abord une brigade, et puis ensuite au début 1942 une deuxième brigade spécialisée dans la lutte contre les résistants et surtout contre les communistes, et plus encore contre les communistes de la MOI. Quels sont les effectifs de ces brigades? Est-ce qu'ils ont mis le paquet sur les... Oui, ces effectifs sont assez importants, c'est-à-dire ce sont des dizaines d'inspecteurs, bien souvent d'ailleurs au départ des inspecteurs qui ont été affectés là d'office, avec ensuite des modifications en 1943 parce que des inspecteurs plus motivés idéologiquement, si je puis dire, rentrent dans ces brigades vraiment pour chasser les communistes et chasser les étrangers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la BS2, la deuxième brigade, elle est spécialisée contre les communistes, que dans cette brigade, il y a 5 groupes de recherche de policiers, et que le cinquième groupe s'occupe uniquement de la MOI. C'est celui-là qui mène les enquêtes auxquelles vous venez de faire allusion. Alors vous avez eu accès à ces rapports de filature, à ces archives, où on voit très très bien que les policiers, finalement, ils ont utilisé les méthodes classiques de flics, c'est-à-dire des longues filatures. Alors, les policiers, alors effectivement, j'ai fini par mettre la main, y compris sur les rapports quotidiens de filature, qui nous montrent dans le détail comment ça se passe. Les filatures sont menées par peu de policiers, finalement. On s'aperçoit que peu d'inspecteurs travaillent, mais ils travaillent très bien, malheureusement. Il faut dire que la filature, c'est une très grande spécialité de la police française, qui a été mise au point par un fameux préfet de police, Bertillon, à la fin du XIXe siècle, avec des méthodes sur lesquelles, d'ailleurs, les policiers sont peu bavards, en général, parce que c'est une arme presque imparable, la filature, presque imparable. C'est-à-dire que quand la police décide de mettre le paquet et de prendre le temps, il est presque impossible d'échapper au filet. Donc on voit que ce sont d'excellents policiers français qui vont obtenir, hélas, d'excellents résultats. On va le voir maintenant. Mon frère a participé à la traversée de Pantin à la nage. Ça faisait quand même une course de 3 ou 4 kilomètres. Vous voulez dire que Marcel Reymann, entre 2 actions militaires, allait faire un peu de natation? Vous allez faire beaucoup de natation, pas seulement un peu. On allait souvent 2 ou 3 fois par semaine à la piscine. On allait des fois, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Marcel Reymann se rend à la piscine de Pantin à 17h30. Il en sort à 19h50. À 20h40, il pénètre dans l'immeuble au 68 boulevard Soult. Il n'est pas revu de la soirée. Les policiers de la brigade spéciale suivent Marcel Reymann depuis le 20 juillet. En quelques jours, ils connaissent la planque de sa mère et de son frère Simon, 68 boulevard Soult, et une des planques de Marcel, 296 rue de Belleville. L'équipe spéciale attaque à la grenade la voiture du général von Schomburg, commandant le Grand Paris, au coin de la rue Paul Doumer et de la rue Nicolot.
Les combattants s'étant retirés immédiatement, ils n'ont pas le temps de constater leur échec. Von Schönburg n'était pas dans la voiture. Marcel sort du 296 rue de Belleville portant un paquet et se rend sur les terrains vagues situés à la porte des Lilas, face à la rue Axo. Il rejoint à cet endroit 3 hommes qui étaient assis sur l'herbe. Il est 18h30. Les inspecteurs donnent ensuite le signalement de ces 3 hommes en les nommant Homer, Pia et Lila. Il s'agit en fait de Kneller, Fontano et Kojitski. Ce 29 juillet, la BS2 a devant elle les 4 membres de l'équipe spéciale qui, la veille, ont participé à l'action contre le général Schönburg. Ligne Paris-Reims, près de la Ferté-Milon. Déraillement d'un train de permissionnaires allemands, morts et blessés. Le 2 août, une nouvelle filature démarre à partir du 97 avenue Simon-Bolivar, où les policiers ont repéré un certain Legris. Il s'agit de Léon Goldberg, de l'équipe des dérailleurs. Selon le rapport des BS du 8 septembre 1943, Goldberg filait toute la journée, mène involontairement les inspecteurs sur les traces de 4 membres du détachement des dérailleurs, dont Glatz, que les policiers appellent Laporte. Laporte se rend avenue de la Porte d'Ivry, où à 15h, il rencontre un individu que nous surnommerons Ivry. Signalement d'Ivry, 38 ans, 1m70, châtain clair, coiffé raie à gauche. Ivry, c'est Joseph Boxor, chef du groupe des dérailleurs, vétéran de l'action clandestine. Les inspecteurs le prennent en charge. Ivry prend le métro à Luxembourg et descend à Bourg-la-Reine. Il attend 20 minutes et à 9h20 est rejoint par un homme que nous surnommerons Bourg. Il répond au signalement suivant. 38 ans, 1m65, corpulence forte, cheveux bruns bouclés, coiffé en arrière, teint mat, type oriental, nez fort, le sourcil épais. Les inspecteurs suivent Bourg jusqu'au 11 rue de Plaisance, dans le 14e arrondissement. La BS ignore l'identité de Bourg, mais elle vient de repérer Misak Manouchian, chef militaire des FTP Moy. Le 28 septembre, Manouchian est suivi jusqu'à la gare de Meriel dans l'Oise. Il rencontre là Joseph Epstein, qui depuis août a remplacé Roll Tanguy à la tête des FTP de la région parisienne. Le 18 octobre, les inspecteurs suivent Boxor, qui a rendez-vous avec Dupont, qui n'est autre que Joseph Davidovitch, responsable politique des triangles de direction de la Moy FTP. Il repère sa planque, rue La Fontaine à Clamart. Le 21 octobre, en suivant Boxor, les policiers repèrent 4 autres membres du groupe des dérailleurs. Ainsi, de juillet à octobre, par une longue filature, la BS2 a suivi et repéré l'équipe spéciale, la direction FTP Moy, avec Manouchian et Davidovitch, et même le responsable militaire FTP, Epstein. Tout au long de cette filature, les détachements de la Moy ont effectué, outre l'action contre Ritter, 12 déraillements, 15 exécutions d'Allemands, des grenadages de camions, 14 grenadages de restaurants, cafés et bordels fréquentés par la Wehrmacht. Le 26 octobre, la police décide d'arrêter Davidovitch à la gare de Conflans-Sainte-Honorine. Une perquisition effectuée dans une de ses planques à choisi permet de découvrir des listes d'effectifs, des comptes rendus d'opérations, des ordres du jour, l'état numérique des détachements. À partir du moment où Davidovitch a été arrêté, la psychologie de Manouchian avait changé. J'avais le sentiment qu'il était vraiment inquiet. Il y avait des informations qui parvenaient par les camarades français qui avaient des liaisons vagues ou plus importantes ou moins importantes avec la police, par des policiers résistants. Et c'est à travers eux qu'on a appris d'abord, comme on disait, que Davidovitch s'est mis à table. Le 16 novembre, les policiers suivent Manouchian jusqu'à la gare d'Evry-Petit-Bourg, où il a son rendez-vous hebdomadaire avec son supérieur militaire Joseph Epstein. Les 2 hommes se sentant menacés fuient vers les berges de la Seine. Rattrapés, ils sont alors maîtrisés sans avoir pu se servir de leurs armes. Un peu plus tard, Reimann, Boxor et presque tous ceux qui ont été repérés au cours de la filature sont arrêtés. En tout, 68 personnes. Les FTP Moy de la région parisienne n'existent pratiquement plus. Sitôt arrivé aux brigades spéciales, en passant dans le couloir, j'ai vu mon frère sur un tabouret, les menottes aux mains, les chaînes aux pieds, dans une pièce où il était tout seul. C'était les coups de poing, les coups de pied, les coups de poing dans le ventre et surtout les séances de nerfs de bœuf.
Ils se sont mis à 5 sur moi et je suppose que mon frère, ils ne lui ont pas fait de cadeau parce qu'après, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai revu qu'une seule fois. Il m'a dit, par exemple, si chaque juif avait tué autant d'Allemands que moi, il n'y aurait plus d'armée allemande. La mère de Simon et Marcel Reimann, également arrêtée, peut voir ses fils. Oh, ça a été... C'est très émouvant. Ma mère, il essayait de le... Ma mère nous caressa tous les deux. Il m'a dit, ce qu'il a dit après dans sa dernière lettre, j'espère que tu t'en sortiras, toi. Peut-être que toi, tu t'en sortiras. Alors rends maman heureuse. La mère de Simon et Marcel Reimann, déportée, sera gazée. Leur père, raflé en 1941, est abattu par les SS à Auschwitz. Aux brigades spéciales, j'étais dans la même pièce que Manouchian. J'étais dans la même pièce que Olga Benzik. J'étais dans la même pièce que Alfonso. C'est là que j'ai appris que Davidovich avait tout donné. Alfonso, c'est Alfonso qui, un jour, revenant d'un interrogatoire, m'a dit « Tu sais, toi j'ai confiance, t'es le frère de Marcel. Maintenant pour moi c'est fini, pour moi c'est terminé, je peux plus m'en sortir. On a un de nos chefs qui vient de mettre un nom sur tous les numéros de matricule qu'il avait sur lui, les listes des actions qui ont été faites par les francs-tireurs MOI. Et les gars, ils n'ont plus qu'à lire numéro un tel, dont toi, tu as fait ça, 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 ça et ça. Le 3 décembre 1943, Joseph Davidovich, le commissaire politique arrêté le 26 octobre, se présente chez une camarade de l'organisation. Il affirme s'être évadé au cours d'un transfert et demande à reprendre contact avec la direction de la MOI-FTP. Boris Olban, remplacé par Manouchian à l'été, vient de reprendre ses fonctions de chef militaire. On lui demande de s'occuper du cas Davidovich. En général, il n'y avait pas des évasions de chez les Allemands, chez la Gestapo. On commence à les filer, on le voit un jour se diriger dans le 16e, entrer dans un immeuble entouré d'un grand jardin et d'une grille. Il sonne à la porte, un militaire allemand lui ouvre, il entre dans ce bâtiment. La commission centrale MOI nous fournit une villa à Bourg-la-Reine. Christina Boyko s'amène chez lui et dit, voilà, ce soir, tu as l'occasion de rencontrer le responsable. Il m'a suivi avec, d'abord avec, pas avec réticence. Il voulait tergiverser. Il dit, mais non, comme ça, d'un seul coup, il faut tout de même que je prévienne les gens. Je lui ai dit, voilà, j'ai un pistolet. Si par hasard on est coincé quelque part, j'ai un pistolet pour te défendre. Et j'ai été très surprise qu'il ne m'a pas dit, mais donne-le-moi, ce pistolet. C'est pas à toi de me défendre. Et s'il avait tenté de s'échapper, vous l'auriez descendu? Non, mais s'il avait tenté de prendre le pistolet, j'en avais un autre. Christine arrive à pied, il entre, on lui posait des questions, il répondait d'une manière évasive et toujours en affichant son innocence. Alors d'un seul coup, on a dit, bon, maintenant écoute-nous ce qu'on te dira. Et on a commencé à lui exposer tous les détails de la surveillance. Tel et tel jour, tu es allé à tel et tel endroit. Et là, il a resté en lançant des cris, « Je suis perdu, je suis perdu ». Après ces aveux, on s'est retiré, moi, avec Secondo, avec Christina Boyko, avec les participants à l'interrogatoire.
Il y avait ce combattant italien, Secondo Terrani, qui a dit à un moment donné, vous savez, moi je suis un sentimental. Quand je vois un film triste, je pleure. Mais je ne peux pas être sentimental envers quelqu'un qui nous a trahis et qui a donné dans les mains de la Gestapo nos camarades et qui est sorti pour en donner d'autres. Tous d'accord, tous absolument d'accord. On est revenu, on lui a communiqué la sentence, on l'a exécuté. Alors Stéphane Courtois, il y a quelques années, il y a eu une polémique extrêmement vive sur les conditions de la chute de ce qu'on a appelé le groupe Manouchian. Alors maintenant, peut-être avec le recul et la sérénité, et puis surtout après avoir consulté pas mal les archives, je crois qu'on peut essayer de faire le point. Le groupe Manouchian a-t-il été trahi ? Non, je crois que maintenant, effectivement, et surtout grâce à la documentation nouvelle, on peut dire que le groupe Manouchian n'a pas été trahi. C'est clair et net, il n'y a aucun élément, même aucun indice qui semble indiquer que le groupe a été trahi. Précisons, quand on dit trahi, c'est trahi par la direction du Parti communiste. Trahi par la direction communiste, ou trahi par des responsables communistes, puisque c'était l'hypothèse qui avait été avancée. Il n'y a aucun élément qui vienne maintenant confirmer cette hypothèse, et je dirais même c'est plutôt le contraire, puisqu'on a maintenant, à travers les rapports de filature, la preuve que la police était considérablement renseignée sur le fonctionnement et la vie de ce groupe, surtout dans la dernière période, c'est-à-dire entre octobre et novembre 1943. Donc, action efficace de la police, plus arrestation et retournement et trahison, on peut le dire, de Davidovich, ça suffit pour expliquer pourquoi tout le groupe est tombé. Oui, même sur ce point, je serais réservé, parce que Davidovich a été retourné une fois qu'il a été arrêté. Mais son arrestation n'a pas fait beaucoup progresser la police dans sa connaissance du groupe. Elle avait déjà repéré la plupart des combattants, nous en avons la preuve. Le seul apport que lui fait Davidovich, c'est d'indiquer peut-être les responsabilités des divers combattants qu'elle a repérés et dont elle ne sait pas très bien quelles sont ses responsabilités. Alors une autre accusation qui avait été lancée, c'est le groupe Manouchian, le groupe de la FTP Moy, a été lâché, a été abandonné, sans armes, sans ressources, en plein Paris. Alors ça, je crois qu'on y avait déjà en partie répondu lors des premières polémiques, mais maintenant la documentation est encore plus précise. Il n'y a aucun doute que ce groupe n'a pas non plus été lâché. C'est-à-dire que à la fin, le 16 et le 17 novembre 1943, quand c'est la grande chute, les combattants ont des armes, ils ont de l'argent, ils ont une direction. La police trouve des armes dans les planches. Bien sûr. Ils ont de l'argent, ils ont une direction. Cette direction est toujours en contact avec la double direction de la MOI et des FTP. Donc ce groupe est dans une situation, je dirais, tout à fait normale du point de vue de son fonctionnement comme groupe de résistance armée. Alors reste une question, c'était pourquoi avoir maintenu en activité des groupes qui étaient archi-repérés par la police. Voilà. Alors ça c'est peut-être la vraie question maintenant qui se pose, c'est en fait pourquoi la direction communiste a-t-elle décidé de maintenir en place un groupe ou des groupes dont, en fait, depuis au moins l'été 1943, on savait qu'ils étaient sous une surveillance étroite de la police. Alors là, c'est une toute autre question. Il y a d'une part la réponse à cette question qui est pourquoi la direction communiste les maintient, essentiellement, je crois, pour des raisons politiques. C'est-à-dire ? Il ne faut pas oublier qu'à l'été et à l'automne 1943 surtout, la bagarre politique en vue de la libération de la France est déjà très largement engagée entre le général de Gaulle qui est à Alger d'un côté, les forces de résistance métropolitaines en France, dont le Parti communiste qui est la force la plus importante, et que dans ce cadre-là, il est évident qu'arriver à maintenir sur Paris un groupe de lutte armée qui combat les Allemands en permanence, c'est un plus, je dirais, politique, psychologique, symbolique extrêmement puissant. Il n'y a pas d'autre groupe que celui-là. Et il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le parti lui-même, la direction communiste, demande d'intensifier l'action. Parce que dans les négociations qui s'engagent entre le Parti communiste français et le général de Gaulle à ce moment-là, il est évident que ça pèse d'un poids considérable. C'est ce qui explique pourquoi un certain nombre de survivants, de familles, de témoins estiment que les combattants ont été sacrifiés à cette cause supérieure. Il est clair que les combattants ont été sacrifiés. Le problème, c'est que parmi les combattants, il y a maintenant deux attitudes. Il y a les gens qui revendiquent ce sacrifice,
en disant « nous étions des combattants communistes et on ne se faisait pas d'illusions sur ce qui nous attendait et on a lutté jusqu'au dernier moment ». On peut même dire que pour ceux qui étaient les jeunes juifs communistes, c'était un choix, ils avaient choisi de mourir comme ça, les armes à la main d'une certaine manière. Absolument. Un certain nombre d'entre eux, c'était clair, voulaient aller jusqu'au bout, ils n'avaient plus rien à perdre. D'ailleurs, leur famille avait déjà été raflée, elle était déjà passée dans les fours à Auschwitz, ils n'avaient plus rien à perdre. Bon, d'autres qui n'avaient peut-être pas perçu la portée idéologique et politique de leur engagement, qui l'avaient perçu uniquement comme un engagement contre les Allemands et un engagement patriotique, ont peut-être été surpris après la guerre de la manière dont les choses ont été interprétées par le Parti communiste, et à ce moment-là, ont peut-être commencé à regretter que le combat ait été poussé jusqu'à sa dernière extrémité, c'est-à-dire jusqu'aux arrestations, jusqu'aux fusillades, jusqu'à la déportation. Donc, ni trahi, ni lâché, mais peut-être sacrifié dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. On va voir maintenant ce qu'il advient avec le procès, le fameux procès et la fameuse affiche, l'affiche rouge. Les Allemands ont décidé de donner au procès des combattants de la Moye, qui s'ouvre le 15 février, une publicité particulière. La cour martiale s'est installée dans une immense salle de l'hôtel Continental. 24 francs-tireurs comparaissent. À l'exception de 3, ils sont tous étrangers. 9 sont juifs, la moitié des accusés a moins de 25 ans, 4 n'ont pas 20 ans. La presse de la collaboration commence à rendre compte des audiences le 19 février. 9 des bandits sont juifs, souligne le Petit Parisien. Le mouvement ouvrier immigré était dirigé par des juifs qui prenaient leurs ordres à Moscou, insiste Paris Soir. Presque tous les assassins font montre d'une bestiale inconscience, c'est le commentaire du matin. Devant le tribunal, les accusés revendiquent avec fierté leurs actes. Alfonso et Reimann expliquent comment ils ont exécuté Ritter. Marcel Reimann: je me considérais comme un soldat. C'était une question de vie ou de mort. Je ne voyais pas d'autre moyen d'entrer en lutte contre l'armée d'occupation. Le 22 février, la presse annonce leur condamnation à mort. Les 23 partisans avaient été exécutés la veille à 15h au Mont-Valérien. Quelques jours plus tard, l'affiche rouge apparaît sur les murs de Paris. Quand je suis un matin de février, je suis descendue dans le métro et j'ai vu cette immense affiche rouge et les médaillons noirs où étaient les visages des 10 combattants parmi les 23 qui ont été dans le procès. Là, j'ai eu un choc formidable. J'ai quitté le métro, je suis sortie et j'ai respiré profondément. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peur qui m'a envahi. J'avais le sentiment que c'est la mort qui m'enveloppait. Alors Stéphane Courtois, la propagande allemande a voulu utiliser largement ce procès. On a vu les unes des journaux de la collaboration qui en faisaient état largement. Les Allemands ont fait filmer ce procès en longueur. Ils voulaient faire un film de propagande, visiblement, qui n'a jamais été... qui a disparu d'ailleurs. On l'a recherché pour cette émission. On l'a recherché en Allemagne, on l'a recherché partout, on ne l'a pas retrouvé. Si on lance un appel, si jamais on le retrouve, ça serait intéressant. Ça serait très intéressant. Ils ont fait publier cette brochure là que j'ai sous les yeux, c'est l'Armée du crime, qui raconte les exploits vus par les collaborateurs et les Allemands du groupe Manouchian. Donc c'était un procès à grand spectacle utilisé contre la résistance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est là à l'hiver-printemps 1944 et que, évidemment, la tension est maximale entre, d'un côté, les Allemands, le régime de Vichy qui est de plus en plus collaborationniste et les ultra-collabos, et puis la résistance. Parce que chacun sent bien que... on est bientôt au dénouement. Donc tout le monde attend avec impatience ce fameux débarquement qui est annoncé déjà depuis 1 an ou 2. Et donc la tension est à son maximum. Et les Allemands, effectivement, et les ultra-collabos lancent des grandes campagnes contre la résistance. Au dos de l'affiche rouge, à côté de l'affiche rouge, il y avait ce texte. Et voici la preuve, si les Français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui les commandent, ce sont toujours des Juifs qui les inspirent, c'est l'armée du crime contre la France, c'est le complot de l'anti-France, c'est le rêve mondial du sadisme juif, etc. etc. Oui. Donc la propagande est très claire là-dessus. C'est une propagande violemment xénophobe et violemment antisémite qui tend à faire croire que la résistance française, entre guillemets, n'est pas du tout française, qu'elle est étrangère, juive et anglaise ou anglo-américaine.
Alors justement, ce qui s'est passé après, dans les années d'après-guerre, est-ce que, d'une certaine manière, cette mémoire de l'affiche rouge, cette mémoire de ce groupe n'a pas été un peu occultée? Est-ce qu'on n'a pas voulu oublier ou faire oublier que les étrangers avaient tenu une place si importante dans la résistance armée? Dans un premier temps, non. C'est-à-dire dans les 2 années qui suivent immédiatement la libération, je dirais 44, 45, 46, non. Tout simplement parce que les organisations de communistes étrangers sont encore puissantes en France. Beaucoup des cadres de ces organisations ne sont pas encore repartis en Europe de l'Est construire le socialisme, comme on disait à l'époque. Socialisme réel. Socialisme réel, dont on a vu ce qui est devenu. Et donc, il y a une mémoire importante de ces groupes, et en particulier, par exemple, j'ai là un ouvrage qui a été publié dès 1946 par les éditions des FTP, postfacé par Charles Tillon, qui sont les lettres de fusillés, dans lesquelles on trouve les lettres de 5 ou 6 membres des 24 du groupe qui a été fusillé le 21 février 1944, des FTP-MOI. Bon, ce qui est très curieux, c'est que, et là on est en 1946, ce qui est très curieux, c'est que très rapidement, ces noms vont disparaître des mêmes ouvrages. Et en particulier, j'ai là une autre brochure qui s'appelle « Lettres des communistes fusillés », qui a été publiée en 1951 avec une préface d'Aragon et qui a été publiée curieusement à Moscou, les éditions en langue étrangère, où alors là, tous les noms des membres des FTP-MOI ont disparu de la liste. Donc on assiste à une francisation, je dirais, totale des combattants. Parce que, d'une part, il n'y a pas de doute qu'à un moment, en 1951, on est en pleine guerre froide, le Parti communiste est évidemment attaqué un peu de tous côtés, et il cherche à mettre en valeur son engagement patriotique, et patriotique purement français. Donc on élimine les étrangers. Et puis un peu plus tard, dans les années 70, Jacques Duclos préface une nouvelle édition de ces lettres de fusillés. C'est le même texte. Ce sont les mêmes textes, bien sûr, mais alors cette fois-ci, on réintègre 1 ou 2 combattants, un seul en fait, Manouchian, mais cette fois-ci, on l'a francisé, c'est-à-dire qu'on l'appelle Michel Manouchian, alors que de fait, il s'appelait Missac. Et puis alors, plus récemment, dans les années 80, précisément au moment de la fameuse polémique sur l'affaire Manouchian, le Parti communiste édite une nouvelle édition de ces lettres, où alors là, on cite expressément 4 ou 5 lettres des membres du groupe fusillé le 21 février. Donc vous le voyez, bon, ce sont les fluctuations de la mémoire. Ce sont les fluctuations de la mémoire en fonction en fait d'impératifs politiques assez subalternes, il faut bien le dire. Bon, en tout cas, on peut signaler qu'avant-hier, il y a 2 jours, il y a un square Marcel Reimann qui a été inauguré à Paris. Et puis, comme c'est toujours le cas à la fin des émissions, pour ceux qui veulent en savoir davantage, on va passer en revue un certain nombre d'ouvrages qui ont servi à préparer cette émission. D'abord, je signale que dans la revue L'Histoire du mois de février, la revue publie l'interview intégrale donnée par Boris Solban pour cette émission, donc pour ceux qui veulent connaître le texte. Et puis, Boris Solban, toujours, a publié ses souvenirs. Après 45 ans de silence, le chef militaire des FTP-MOI de Paris parle chez Kalman Levy. C'était publié en 1989. Ça s'appelle Testament. Testament. Le titre de l'ouvrage. Un mot de commentaire? C'est un ouvrage tout à fait excellent où, pour la première fois et après 45 ans, le chef parle et surtout donne beaucoup de documents. Parce qu'il est le seul, pour l'instant, à avoir conservé des documents de l'époque. Et comme il n'avait pas été arrêté, il avait gardé un certain nombre d'archives. Il n'avait pas été arrêté, il a réussi à sauver tout ça, et par quel miracle? Évidemment, celui-ci, Le sang de l'étranger, par des auteurs que vous connaissez bien, Stéphane Courtois, Denis Péchanski et Adam Reski, qui était Adam Reski, qui était le chef alors du groupe de langue juif de la MOI pendant la guerre en zone nord. Voilà, vous êtes mis à 3 pour écrire Le sang de l'étranger, les immigrés de la MOI dans la résistance. Et dans ce livre, je le signale, pour la première fois, sont utilisées très largement les archives de police avec toutes les filatures qui permettent de reconstituer toute l'histoire de ce groupe et l'histoire de sa chute. Il faudra signaler à votre excellent éditeur chez Fayard que ce livre est épuisé et qu'on ne le trouve plus. Oui, Je signale encore Annette Yevorka, Ils étaient juifs résistants communistes chez De Noël, qui raconte la même histoire. Oui, alors ce sont plutôt, alors là c'est une approche plus personnelle, je dirais, des combattants, d'un certain nombre de combattants spécifiques qui sont interviewés, qui racontent leur propre histoire. Voilà. Je signale enfin Les étrangers dans la résistance en France, une belle brochure qui a été publiée par le musée de la résistance de Besançon, sous la responsabilité de Philippe Joutard et François Marcot. Voilà, l'émission est terminée. Merci. Je vous remercie.
La semaine prochaine, les brûlures de l'histoire vous raconteront la décolonisation de l'Afrique noire et le rôle du général de Gaulle dans cette décolonisation. Ce sera De Gaulle, l'Africain. Bonsoir.